Vers l'infini et au-delà, disait Buzz l'éclair sans forcément imaginer tout l'impact philosophique et mathématique qu'une telle devise pouvait avoir. La notion d'infini est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Comment, en effet, nous, simples êtres humains à l'intelligence finie, pourrions-nous embrasser ce concept qui nous dépasse? Dans l'Antiquité grecque, un philosophe fonde néanmoins toute sa pensée sur cette même notion d'infini. Il s'agit d'Anaxagore de Clazomène. Anaxagore est originaire de la côte ionienne, près de l'actuelle Izmir, en Turquie. Mais il est le premier philosophe à venir s'installer à Athènes, créant ainsi toute la fièvre philosophique qui fera la réputation de la ville. Anaxagore y eut d'ailleurs pour élèves Périclès et Euripide. Si vous lisez Euripide, vous pourrez d'ailleurs voir l'influence d'Anaxagore sur le tragédien grec, à qui il fait des références explicites ou implicites, ou dont il cite parfois les théories. Pour Anaxagore, il n'y a ni création ni destruction, il y a simplement union et désunion d'éléments préexistants. Vous reconnaîtrez d'ailleurs là l'origine de la célèbre maxime attribuée au chimiste français Antoine de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La matière, pour Anaxagore, est donc divisée en parties infinies en nombre et en petitesse. Tout objet, notre corps par exemple, est ainsi constitué d'une infinité d'éléments. Mais comment peut-on imaginer qu'une infinité de choses se transforme en un objet fini? C'est là tout le problème de la notion d'infini qui est extrêmement difficile à déterminer. En effet, l'infini est en général un indéfini. Délaissons Anaxagore pour aller trouver notre réponse chez Nicolas de Cuse, philosophe de la première partie du XVe siècle, qui marque quasiment à lui tout seul la transition entre la pensée scolastique médiévale et la Renaissance. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des fondateurs de l'épistémologie moderne. Sa théorie de la proportion, développée mathématiquement dans Les Conjectures et philosophiquement dans son best-seller La Docte Ignorance, est d'ailleurs un point très intéressant qui pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dans La Docte Ignorance, justement, il développe un exemple très simple et très pertinent pour comprendre le changement de nature des objets lors du passage à l'infini. Prenez un cercle, dont on ne représente ici qu'une partie. Aplatissons un peu ce cercle pour l'agrandir, si l'on peut dire l'écarter. Cette opération consiste simplement à agrandir le rayon du cercle initial. Et puis, agrandissons-le encore pour le rendre un peu plus aplati. Le rayon du cercle devient nécessairement très grand pour pouvoir assurer une courbure aussi faible. Maintenant, essayons d'aplatir complètement notre cercle. Cela signifie que son rayon est infini. Et oui, le passage à l'infini est une chose étrange qui transforme notre cercle en une droite. Mais un cercle et une droite, ce sont là deux objets complètement différents. Passer à la limite, c'est donc, sans même s'en apercevoir, changer de concept. C'est précisément ce qui se produit lorsqu'on veut passer du niveau microscopique au niveau macroscopique, qu'il s'agisse de sociologie, d'économie ou encore de théorie du chaos. Imaginez une foule de personnes qui partent dans tous les sens. Quand on regarde individuellement chaque personne de cette foule, le mouvement est strictement incompréhensible puisqu'il est quasiment aléatoire. Mais lorsque l'on prend du recul et quand l'on regarde non plus chaque personne mais l'ensemble de la foule, le mouvement devient plus clair puisqu'il existe des mouvements de foule. C'est d'ailleurs à peu près la même chose avec une bouteille de champagne dont on fait sauter le bouchon. Chaque molécule a un mouvement très chaotique, mais l'ensemble des molécules, c'est-à-dire le flux de champagne, a lui un mouvement beaucoup plus défini puisqu'il sort tout simplement de la bouteille. Ce passage à l'infini est également très utile pour calculer l'aire d'une surface courbe pour laquelle, a priori, on ne dispose d'aucune formule. La stratégie la plus simple consiste à découper cette surface en bâtons. Et puisque l'on sait calculer l'aire d'un bâton en multipliant sa largeur par sa longueur, il ne reste plus qu'à faire la somme des aires des bâtons pour obtenir l'aire de la surface courbe. Le problème, c'est que l'on n'est pas très précis en faisant cela, parce que les bâtons dépassent légèrement la surface. Heureusement, en diminuant la largeur des bâtons, nos dépassements deviennent un peu plus faibles. On va donc diminuer la largeur des bâtons jusqu'à tomber dans l'infiniment petit. Et cela nous permet de changer de concept. Au lieu d'une somme finie d'un certain nombre de bâtons, on obtient une somme infinie de bâtons infiniment fins. Mathématiquement, ce changement de concept consiste à passer du symbole sigma, qui définit une somme discrète, au symbole intégral, qui caractérise une somme continue. Ceux qui ont fait suffisamment de mathématiques pour reconnaître ces deux symboles, on est sur du niveau terminal, ne savent pas forcément que le symbole de l'intégrale a été inventé par Leibniz, le philosophe et mathématicien de la fin du XVIIe siècle, sous la forme d'une S allongée, correspondant ainsi au sigma grec.
Mais quand même, cette division d'une longueur en une infinité de petits morceaux me rappelle quelque chose, pas vous? Les pavages de l'unité, l'épisode 4. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil pour comprendre le paradoxe d'Achille et la tortue tel que développé par Zénon d'Élée. Et vous verrez que la manière de diviser l'espace est très proche de celle que nous venons d'utiliser dans le calcul des intégrales. En effet, l'une et l'autre méthode s'apparentent au calcul infinitésimal, qui donne d'un côté le calcul des dérivées et de l'autre le calcul des intégrales. La boucle est donc bouclée à l'image d'un cercle vertueux qui, à l'infini, devient une droite. Mais n'oubliez jamais l'avertissement de Ionesco dans La Cantatrice chauve. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Alors, puisqu'on ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos ennemis et surtout avec les gens que vous ne connaissez pas. D'ici là, vous pouvez naturellement l'utiliser en prêtre monophysite, en progrès social ou encore en cacatoès.